Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi se retirent de l'accord de Genève. Un retrait 24 heures après sa signature qui met en péril l'avenir de la coalition de l'opposition. Au Mali, les casques bleus des mineurs patrouillent quotidiennement sur un terrain hostile. Des opérations à haut risque. Depuis 2013, la MINUSMA a enregistré 600 engins explosifs improvisés. Et puis en Tunisie, les flux d'investissement direct étrangers en hausse de 13,5% jusqu'au 30 septembre, une performance portée notamment par l'énergie. En République démocratique du Congo, moins de 24 heures après la signature de l'accord de Genève, les opposants, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, ont finalement annoncé leur retrait de l'accord. Un accord qui prévoyait la candidature unique de Martin Fayulu. La question de l'avenir de la coalition de l'opposition se pose désormais. Reportage de Jacques Amboka. Retrait de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe de l'accord de Genève. La situation alimente les débats politiques congolais et fragilise encore un peu plus l'opposition. C'est donc une voie pour plusieurs candidatures de l'opposition qui est ainsi ouverte face à Emmanuel Ramazani Shadari, porté par une plateforme créée par le chef de l'État, le Front commun pour le Congo. Le FCC a un projet alternatif crédible. Nous souhaitons qu'on fasse du FCC que d'autres proposent aussi un projet crédible. En ce moment-là, il y a un débat de projet contre projet, de programme contre programme. On a trop focalisé sur les individus. L'initiative d'une candidature commune de l'opposition consistait entre autres à l'élaboration d'un projet de société avec un candidat commun. Tous les 7 leaders avaient donc la mission de battre campagne pour les candidats désignés. Après le retrait de 2 leaders, c'est la désolation qui n'empêche pas certains d'y croire encore. Il reste la volonté du peuple congolais d'aller à l'alternance, d'avoir des élections crédibles, au-delà de sentiments compréhensibles ou non compréhensibles des uns et des autres. Je crois qu'il faut garder confiance dans notre capacité à aller aux élections. Il faudrait poursuivre les objectifs inscrits dans l'accord de Genève, estime bon nombre d'analystes. Lutter pour des élections libres et transparentes et sans la machine à voter sont les premiers de ces objectifs. Notons tout de même que l'UDPS de Félix Tshisekedi s'était déjà engagé d'aller aux élections avec ou sans la machine à voter. Les Nations Unies poursuivent leur mission pour préserver la paix au Mali. Depuis la crise politico-militaire du pays en 2012, des contingents venus de plusieurs pays africains et européens patrouillent sur un terrain hostile où les opérations de déminage sont primordiales. Cheikh Omar Bandaogo. Kidal, dans le nord Mali. À peine le soleil se lève, ces soldats guinéens sont déjà sur pied. Quelques instants d'échange, un rassemblement et c'est parti pour une autre mission de routine. Membres de la mission des Nations Unies pour le maintien de la paix, ces hommes ont une particularité. Ils sont des démineurs. Nous, les chercheurs en détecte, nous avons une très grande importance capitale dans l'évolution de cette mission-là. C'est-à-dire, tant que nous ne sortons pas pour assainir et pour nettoyer la route, pour se rendre compte qu'il n'y a pas d'engin explosif improvisé sur les actes, aucun véhicule des Nations Unies et aucun véhicule des contingents de Kidal ici ne sort. À peine ils sont sur le terrain, un arrêt s'impose. C'est d'ailleurs en cela que consiste leur mission. Le terrain présente un véritable danger pour les missions onusiennes. Ils doivent en ce sens opérer une fouille minutieuse. Elle est trop sableuse. C'est facile qu'un insurgé met quelque chose là-bas sans qu'on se rende compte. Donc pour ne pas prendre le risque, c'est la raison pour laquelle on check la route pour se rendre compte que réellement il n'y a pas quelque chose qui est caché là-bas pour qu'on puisse passer. La plupart des patrouilles comme celle-ci se déroulent sans incident. Mais le sergent Keïta et ses camarades ne peuvent pas se permettre de baisser la garde. Depuis 2013, la MINUSMA a enregistré 600 engins explosifs improvisés qui ont fait près de 1500 victimes. En 45 ans d'existence, la Banque ouest-africaine de développement a financé plus de 1000 projets pour un montant de plus de 4 900 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, l'institution se tourne vers le développement des énergies renouvelables au sein de l'UEMOA. Reportage Emefa Kofi.
Au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, seulement 18% de la population a accès à l'électricité inégalement répartie entre les villes et campagnes. Seulement 10% du potentiel hydroélectrique sont exploités. La Banque ouest-africaine de développement, conscient de l'enjeu, célèbre ses 45 années sous le signe d'une réflexion sur le développement des énergies renouvelables au sein de l'UEMOA. La production d'énergie solaire dans notre Union, où le niveau d'ensoleillement, selon les experts, est de 5 à 10 heures en moyenne par jour, avec un coût de production qui a fortement baissé et qui est maintenant d'environ 40 à 75 francs CFA le kilowattheure. Les défis restent grands pour la Banque ouest-africaine de développement qui finance les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'institution est appelée à plus de financement lié au transfert de compétences ainsi qu'à la recherche et au développement. Si nous ne faisons pas attention et que nous laissons les personnes qui n'ont pas le soleil être les acteurs de la recherche et du développement, nous aurons du mal à bénéficier des retombées de ces recherches et développement, puisque c'est celui qui fait la recherche et le développement qui maîtrise sa commercialisation, sa mise sur le marché. Du 14 au 15 novembre, les experts vont donc réfléchir sur la question à travers un forum qui se tient à Lomé, la capitale togolaise. Au 31 décembre 2017, le cumul des engagements nets de la Banque ouest-africaine de développement dans le domaine de l'énergie était estimé à 1051,5 milliards de francs CFA. À fin septembre 2018, la BOAD a investi plus de 5200 milliards de francs CFA dans l'Union pour la réalisation de 1138 projets avec un financement additionnel de 12 600 milliards de francs CFA. En Tunisie, les flux d'investissement direct étrangers ont atteint 1,73 milliard de dinars en 2018, soit une hausse de 13,5% par rapport à 2017, une performance portée notamment par l'énergie qui a attiré le plus d'IDE jusqu'au 30 septembre. Les précisions de Cheikh Omar Bandaogo. En hausse de 17,7% au premier semestre 2018, comparativement à la même période de 2017. Les investissements directs étrangers vers la Tunisie au 9e mois de 2018 sont restés en hausse par rapport à la même période de 2017, avec une progression de 13,5%. Ils se sont établis à 1,73 milliard de dinars, soit environ 605 millions de dollars. L'année dernière, il y a eu un grand forum, un grand séminaire sur l'investissement en Tunisie. Il y a eu un nouveau code d'investissement et là je pense que c'est les tout premiers fruits de ce forum et de la politique globale. D'un autre côté, le pays est en train de se stabiliser de plus en plus malgré toutes les crises politiques. Selon les chiffres de l'Agence tunisienne de promotion des investissements extérieurs, l'énergie arrive en tête des secteurs ayant attiré plus d'IDE entre le 1er janvier et le 30 septembre 2018, avec 788 millions de dinars devant l'industrie ayant reçu 710,9 millions et les services avec 288,1 millions. L'agriculture arrive en dernière position avec 11,422 millions de dinars. La Tunisie a toujours été un pays agricole, de tradition agricole, donc les investissements en la matière sont toujours des investissements locaux et non étrangers. Il faut noter que hors énergie, la Tunisie a attiré 455 projets d'investissement direct étrangers qui ont permis de créer 7 588 nouveaux emplois, dont 392 opérations d'extension de projets existants et 63 nouveaux projets. Au Maroc, la conférence internationale sur la recherche sur les phosphates et dérivés a réuni plus de 600 participants jusqu'au 13 novembre. Parmi eux, des jeunes chercheurs qui ont échangé autour de thèmes comme l'agriculture ou encore la chimie. Elan Djaï. La première édition de la conférence internationale de la recherche sur les phosphates et dérivés, Phosphate Days 2018, a pris fin ce mardi 13 novembre 2018 à Benguerir au Maroc. 4 jours durant lesquels des scientifiques et industriels travaillant sur les phosphates et dérivés ont échangé autour des thématiques telles que l'agriculture, la chimie, la digitalisation et la mondialisation. Ces rencontres se donnent pour ambition de devenir l'un des rendez-vous majeurs de la recherche autour des phosphates et les jeunes chercheurs y occupent une bonne place. Nous avons pris cette initiative, si vous voulez, pour encourager les jeunes à s'investir d'abord dans la recherche de façon générale. Ces journées ont été consacrées à ces chercheurs qui ont présenté leurs résultats de recherche, mais c'était aussi, l'objectif, si vous voulez, était aussi de leur apprendre comment
vendre et présenter le résultat de recherche, parce que c'est bien d'avoir des idées innovantes, mais aussi il faut savoir les présenter et les vendre pour que le résultat de recherche soit capté par le milieu privé, par le milieu industriel. Située dans la commune de Benguerir et logée au cœur de la ville verte, l'université Mohamed VI Polytechnique qui accueille cet événement se veut une institution de niveau international centrée sur la recherche et l'innovation. Avec tous les équipements et la plateforme qui existent, comme ça a été dit par le secrétaire général de l'OCP, c'est un open space pour la recherche, pour tout le monde, et notamment pour les laboratoires africains. Mais la recherche ne peut pas se faire uniquement avec des nationaux. La recherche, c'est bien sûr le partage, c'est l'international. Avec l'appui du groupe OCP, le leader incontesté du secteur, la conférence internationale de la recherche sur les phosphates et dérivés a réuni cette année 2018 plus de 600 participants venus d'une trentaine de pays. La politique de la recherche et de l'innovation adoptée par l'Office chérifien des phosphates OCP a permis au groupe de se positionner en tant que leader sur le marché mondial des phosphates. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.